je ne vous présente pas le travail de Canal, enfin c'est un support, euh, c'est un support sur la question du logement étudiant. Il y a quelques, assez peu d'années, 3 ans, on nous a posé une question sur un concours d'idées sur le logement jeune. Ce concours d'idées, on en a fait une publication qui est, enfin, j'espère, d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle est sur le net, enfin, beaucoup d'étudiants s'en servent et pas mal d'architectes aussi. Entre-temps, je tiens à le dire, il y a aussi une publication du PUCA qui a été faite par Anteprima, Luciana Ravenel, et puis Éric Lapierre, il a coordonné un ouvrage qui est paru à l'Arsenal lors d'une exposition qui a été faite par le groupe Bouygues sur le logement étudiant également, et dire que la question du micro-logement est vraiment une question d'actualité, et nous y avons participé à notre manière, en essayant de comprendre comment, quels étaient les mécanismes. En général, quand on fait un concours, et tous les architectes le savent bien, il y a une espèce de précipitation qui fait qu'on va répondre à un programme qui est donné. La chance, c'est que c'était un concours d'idées, donc il n'y avait pas d'enjeu pour le construire, et nous avions 5 mois pour penser à la question qui nous était posée. Alors, évidemment, comme je suis enseignant, comme je m'occupe d'un master habitat, comme à l'agence on se pose beaucoup de questions, on a décidé d'investir bien plus que la valeur qu'on nous donnait pour contribuer à ce concours sur cette question. Et on a monté un groupe avec une jeune femme qui s'appelle Fanny Lopez, qui nous a bien aidés pour essayer de rencontrer tous les acteurs du logement. Mais quand on dit tous les acteurs, c'est pas seulement, enfin il y a bien sûr quelques architectes, mais des maîtres d'ouvrage, la région, en tout cas des donneurs d'ordre, qui nous ont expliqué pas mal d'éléments dont je vais vous parler, mais dont je vous parlerai d'ailleurs assez peu, parce que ici, si vous le voulez, vous allez sur notre site, et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez le consulter, le télécharger. C'est vraiment un état des lieux de la construction du micro-logement en France. Bien entendu, les références, que ce soit Kroll en participation, que ce soit Baudouin et Lotz, dont le travail est en train de se refaire ou de se compléter avec nouvelles, ou que ce soit ce magnifique plan là de Corbu à la Cité pour le pavillon suisse, mono-orienté, circulation éclairée. Enfin, on a tous ces exemples. Alors peut-être, certainement vous les connaissez, mais il y en a trois fameux, trois qui ont retenu notre attention. C'est Mendrisio, c'est Ljubljana et c'est à Copenhague. Trois espèces d'intelligence. C'est pour ça que je vais parler d'intelligence. On va dire plutôt de générosité sur la partition des lieux et dans tous les cas, les services partagés et très souvent la mutualisation des services appropriés. Mais on s'est tout de suite, je vous en parle tout de suite après, on s'est tout de suite aussi questionné, et parce que connaissant un promoteur, je lui pose la question, mais comment vous financez vos résidences étudiantes? Il me parle de ce qu'on appelle la vente debout. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la vente debout. La vente debout, c'est que vous pouvez acheter un logement étudiant, 2, 3, par unité, sans vous déplacer. Vous allez chez votre banquier et c'est un investissement. Vous pouvez acheter des containers aussi, pas forcément des containers pour étudiants, hein, des containers. Vous pouvez acheter un studio, des actions. Et donc c'est un système qui vous permet d'acheter un produit. Ce produit que vous verrez jamais sera mis en location et un gestionnaire vous assurera sa gestion. Et entre 9 et 15 ans plus tard, vous aurez été remboursé de la totalité de votre investissement. Mais c'est un logement. Chez le public, ça fonctionne un peu différemment. Tout le schéma du départ est le même, sauf que c'est de l'argent public. Et il y a après un gestionnaire public et il y a entre le privé et le public, on le sait bien, une différence qui est que c'est la marge. Auparavant, pour ceux qui ont connu les chambres de service, dites chambres de bonne, sous les toitures, elles n'existent plus. Alors est venue progressivement la mise en place de logements qui étaient parfois isolés, et les résidences étudiantes,
résidences jeunes, les résidences jeunes actifs, les résidences même pour vieux, sont arrivées. C'est-à-dire une affaire qui rappelle au titre du Code de l'urbanisme tous les éléments qui réunissent le fait qu'on puisse appeler ça un logement, c'est-à-dire une fenêtre, un endroit où dormir, un endroit où faire la cuisine et un endroit où se laver. Et puis est arrivée la fameuse loi PMR, du moins plutôt un recours fait par des associations qui ont gagné, on en a parlé toute la matinée, un peu en début d'après-midi, le fait que 100% de la population était dans la difficulté physique. Et c'est très simple, c'est 6 par 3, c'est 18 mètres carrés. 18 mètres, pardon, 18 mètres carrés une unité. Lorsque on est passé avec les calculs PMR, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait gonfler les sanitaires. On a exclu la kitchenette qui était déjà pas fameuse, hein, mais dans la pièce de vie. Et de 12 mètres carrés, on est passé à 6 mètres carrés de ce qu'on peut appeler la sphère privée. Dans le calcul, on se rend compte que même si on faisait moitié-moitié sur une chambre de 18 mètres carrés, vous passez quelques minutes à vous laver et à manger, et puis le reste du temps, il y a forcément un déséquilibre. Alors, on a imaginé qu'on pouvait, ça on est sur le toit, c'était pour faire un clin d'œil à Paul Chemetov sur les tomates qui poussent sur les toits et à Julia qui les fait pousser sur les parcelles. On a imaginé, bien entendu, des choses assez simples qui ont déjà existé, hein, qui sont des typologies différentes pour essayer de donner plus de sphères dites privées, enfin, en mutualisant soit les salles de bain, soit les cuisines, soit les deux, soit en faisant de la colocation. Et puis, tout ceci, c'est dans le cadre de l'étude. Hein. Et dans le même temps, on faisait le petit livret et on interrogeait tous les maîtres d'ouvrage, enfin, Paris Habitat, IRIVP, la SCIAMP et tout. Et tous nous disaient en off, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et ce que je peux vous assurer, c'est que tous les concours qu'on fait n'ont pas de problématiques mutualisées. Voilà plusieurs exemples. Ceux que ça intéresse, vous les retrouverez. Et puis, lorsqu'est arrivée la conclusion du concours, on a rendu notre étude. Enfin, ça nous a plus intéressé pour l'étude que pour le gagner. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à gagner. Et on a essayé de faire comprendre au jury qu'on avait fait de l'intergénérationnel et qu'il était possible de faire habiter dans des cases, et encore on avait quelques regrets que ce soit des cases, des populations assez mixtes. Un détail aussi, ce qui est vraiment assez navrant, c'est que en même temps, on a beaucoup parlé ce matin, on va dépenser énormément de budget dans la thermique et dans toutes les règles, mais on se cache pour se dire que dans une résidence étudiante, si vous avez 200 étudiants qui dès 20 heures se font un plat de pâtes dans une belle casserole, vous avez 200 plaques chauffantes qui sont en train de s'allumer. Et je ne vous dis pas, si ça je l'ai compté, parce que j'avais une fuite une fois chez moi, j'ai compté le nombre de joints qu'il y avait à changer. Enfin, il y a une espèce de logique qui ferait qu'on pourrait évidemment partager quelques services. Et pour finir cette étude, on s'est penché sur le système constructif. C'est-à-dire qu'on pensait qu'un bâtiment ne devait pas avoir d'obstacles. Sinon, les fluides évidemment, on pouvait compliquer un peu les choses, mais on s'est dit, après tout, s'il y avait un grand plateau complètement libre, qu'il était possible de pouvoir réaliser avec des planchers collaborants en bois, béton, pour assurer et l'acoustique et la... Non, oui. L'inertie, merci. On a trouvé un gars formidable qui s'appelle Sandoz et qui fabrique ces planchers et qui nous faisait tenir 14 mètres. 14 mètres, mais 14 mètres sur 70 cm de hauteur. Donc on flinguait les PLU. Si on était en ville, évidemment, on perdait un étage. Mais ça nous intéressait beaucoup de comprendre comment on pouvait travailler sur une épaisseur importante, enfin une épaisseur de bâtiment, et quand on a commencé à penser aux fluides, puisqu'on savait qu'il y avait une épaisseur de façade, on a même imaginé pouvoir faire passer les fluides dans la façade. C'est-à-dire que
à un moment, on était vraiment à la fin de notre étude sur la question constructive et déplacer quelques éléments, quelques composants du constructif pour aller, et vous allez le comprendre, sur la question de la réversibilité des lieux. Alors, notre étude a été diffusée et Pierre Polo, 3F, qui est directeur de l'architecture, nous appelle un jour et nous demande si on veut s'associer avec 3F et avec Vinci, qui avait un système constructif dont on vous a parlé ce matin, qui est Habitat Cologne. Et je me souviens, je ne connaissais pas Habitat Cologne, mais je lui ai tout de suite dit oui au téléphone parce qu'il m'a parlé d'un système constructif. Et c'est vraiment ce qui manquait à notre étude. Et il y a un concours qui a eu lieu il y a un an, c'est un accord cadre où évidemment les 3 majors sont présents. Oui, FH Vinci, nous on est avec Vinci. Il y a aussi, j'ai entendu parler de Beneteau. Beneteau, je ne sais plus avec qui il est. Enfin, il y en a 5 qui concourent dans la France entière pour pouvoir. Ce sont les Crous qui ont mis en place la construction de 4000 logements en 40 mois. Et pour construire ces logements, on est chaque fois mis en compétition. Nos concurrents, qui sont peut-être dans la salle, je ne sais pas, nos concurrents ont tous des systèmes de boîtes et de containers. Et pour reprendre la question de la pérennité, on dira, et c'est dont parlait la Pierre tout à l'heure, on est fondé, il y a des planchers, et pour le reste, c'est le principe, mais le principe Habitat Cologne, enfin on en reparlait ce matin, et avant la maison de Minot, tout ce qu'on voit par exemple en Crète avec les fers en attente pour poursuivre, enfin ce système est universel. Il a été labellisé par Vinci et c'est une trame de 3/6. Je ne suis pas là pour vendre Habitat Cologne, mais parce qu'on avait trouvé la solution pour pouvoir répondre à ce concours qui était dalles, poteaux, Tania Conco, on en dira peut-être un bout tout à l'heure, ossature bois, c'est-à-dire affiché sur 12 mètres des façades à ossature bois avec un revêtement, une vêture différente à chaque fois dans chaque région. Et puis les fameux pods qui existent depuis Charlante-Périan et qui permettent d'industrialiser le bâtiment. Alors pareil, on est reparti, mais la seule différence avec les premiers schémas que vous avez vus, c'est qu'il y a une trame de poteaux qui délimite tous les espaces. On va retrouver du stylo, kitchenette, etc. Et surtout, on s'est rendu compte, c'est un travail syncopé sur 2 ans, on s'est rendu compte à l'arrivée qu'on n'était plus tellement intéressé par le cas des résidences étudiantes ou le cas des résidences pour vieux ou pour malades. Ce n'est pas ce qui nous intéressait. À travers ce système, il y en a d'autres, hein. Ce qui était évident, c'est qu'on pouvait faire des bâtiments de 12 mètres de large. Donc, si vous voyez à gauche, c'est un principe, on a couché certains logements et d'autres sont perpendiculaires, ce qui nous assure de pouvoir avoir 12 mètres. Et ce qui veut dire que les étudiants deviennent chercheurs, ils font même des enfants, ils peuvent rester plus longtemps sur les campus et à tout moment, donc ça peut devenir des logements plus dédiés à des chercheurs ou des logements sociaux. Et c'est dire l'idée, on en parlait toujours sur la question de la pérennité, on s'est dit un bâtiment va vivre 120 ans, il pourrait vivre beaucoup plus longtemps, mais aujourd'hui, comme on les construit, il va vivre 120 ans. Et en vivant 120 ans, il peut avoir plusieurs vies. Et en ayant plusieurs vies, au final, la question qui nous était posée dès le départ, qui était la question du logement étudiant, dans notre parcours, petite expérience assez élémentaire, on reste assez persuadé qu'il n'y a pas de logement dédié et qu'à partir des systèmes constructifs, donc forcément, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'industrie, on a toutes les capacités à faire des bâtiments non dédiés, donc évidemment réversibles. Et voilà, j'ai tout